L'aventure n'est pas ambiguë, mais nous nous rendons compte au fur et à mesure qu'elle est semée de pièges sans fin. Et ces pièges-là, nous essayons de les lever, je veux dire au fur et sans mesure. Enfin, on dit au fur et à mesure, mais nous, on n'aura pas de mesure à les lever. Les défis qui se présentent à nous, ce sont les défis de la structuration du secteur, les défis de la monétisation de notre travail, le défi de nous rendre propriétaires de notre secteur. Et nous devons devenir responsables de nous-mêmes, ce qui nous donne comme objectif de professionnaliser le secteur. Et c'est dans cet objectif de professionnalisation du secteur qu'il y a quelques mois, j'ai entamé une tournée dans 8 villes du Bénin avec l'appui de la Banque mondiale. Je remercie l'administrateur Asikiwa qui nous a soutenus et qui a fait la tournée avec nous. Et cette tournée a servi à demander aux acteurs sur toute l'étendue du territoire quelles sont les priorités du secteur. De quoi avons-nous besoin pour nous professionnaliser, pour nous structurer et pour monétiser nos créations. Et donc c'est dans ce schéma-là de la formation des acteurs, notamment des acteurs qui animent les associations, que nous avons entamé une série de formations qui a commencé par la formation sur les régimes fiscaux qui sont applicables aux ONG et aux associations au Bénin. Et donc le rôle du CNOA, c'est de faire en sorte que nous sachions manager nos associations, que nous sachions aller à la recherche du financement, mais surtout que nous sachions gérer ce financement. Et c'est l'objectif de ce jour. C'est pourquoi nous avons pris langue avec la Direction générale des impôts pour nous dire, en faisant une petite tournée, quels sont nos droits, mais aussi quelles sont nos obligations en termes de gestion financière de nos associations. Je voudrais, en notre nom à tous, dire un sincère merci au directeur général des impôts qui a saisi tout de suite l'occasion, sans hésiter, sans problème, sans contrainte aussi, et qui a dit qu'il est preneur, qu'il est partant, et qui nous a soutenus pour que ces formations puissent avoir lieu. Et je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre attentivement parce que c'est bon, parce que c'est utile, parce que c'est intéressant pour nos associations. Madame l'administrateur représentant le secteur de la musique au sein du conseil d'administration du Conseil national des organisations d'artistes, Monsieur le commissaire aux comptes, que j'appelle souvent commissaire aux comptes trop fort du CNOA, Monsieur le secrétaire exécutif du CNOA, chers formateurs, chers collègues artistes, chers présidents d'associations, représentants du président d'association ici présent dans cette salle, bonjour. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à cette formation initiée par le secrétariat exécutif du CNOA, donc par le CNOA, puisque avoir la thématique choisie par le secrétariat, je trouve qu'il était important pour nous de suivre cette formation-là. Vous convenez tous avec moi que, acteurs culturels que nous sommes, sinon travailleurs artistiques et culturels que nous sommes, nos œuvres, nos prestations, nos centres ou salles que nous gérons, nous génèrent quand même de revenus. Comment est-ce que nous assurons la comptabilité de nos associations? Comment est-ce que nous présentons nos états financiers? Comment est-ce que nous déclarons normalement nos revenus, je vais dire,
En ce qui concerne la fiscalité, tout ça reste des questions qui sont posées au secteur. Et aujourd'hui, nous sommes passés à une vitesse supérieure. Nous parlons d'industrie culturelle. Nous parlons désormais d'industrie culturelle. Et là, il s'agit de la gestion des entreprises culturelles. Donc nous avons besoin quand même d'observer un respect par rapport à certaines dispositions comptables et fiscales en vigueur dans notre pays. C'est pourquoi je tiens à remercier très sincèrement le secrétaire exécutif du Sénat, à la personne de M. Saboran Boniface, qu'à mon tour que je vais vous prier quand même de l'applaudir aussi. Je le remercie pour l'initiative parce que cette formation va beaucoup nous servir. Ça va être utile à nous. Je vais aussi remercier les formateurs qui sont des formateurs de qualité. Parce que comme l'a dit, comme vient de dire le SE, je n'avais pas fait le déplacement de parcours, mais hier, j'ai pris la décision d'aller assister à la formation pour voir un peu comment les choses se déroulent. Chers formateurs, je voudrais vous dire que j'étais satisfait à 100% pour cette riche information. Pour cette riche information que vous avez commencé par donner depuis Parakou, en passant par Boïkon, et qui va finir aujourd'hui dans cette salle. À vous, chers collègues, je voudrais vous inviter à suivre avec beaucoup d'attention pour que le secteur puisse quand même bénéficier et gagner la confiance de ces partenaires à qui nous nous adressons au niveau national et même à l'international. Parce qu'il s'agit de la gestion. Quand les gens vous confient leurs sous, comme l'a dit le SE, ils cherchent à savoir si le financement qui a été accordé est allé vraiment à sa destination finale. Donc, sur ces mots, je voudrais, excusez, il faut que je remercie aussi le DG. Prière, transmettre mes remerciements au DG. Et sur ces mots, je voudrais déclarer ouverte la formation de ce matin. Merci et bonne formation. Par notre voix, le directeur général des impôts nous charge de vous dire merci. Merci pour l'intérêt que les artistes portent à l'information fiscale. À l'information fiscale, pourquoi? Être artiste, c'est une activité. Aujourd'hui, l'art nourrit son homme. Donc, félicitations à vous. Et merci de chercher à avoir l'information. La thématique qui nous unit, donc, c'est les obligations fiscales, les obligations comptables d'abord, et ensuite les obligations fiscales. Donc là, cette thématique-là tourne autour de 5 points. Il y a, dans un premier point, le cadre juridique et la notion d'association culturelle. Nous verrons ensuite les nouvelles normes comptables applicables aux associations culturelles. Ensuite, les avantages fiscaux que la loi accorde, les impôts et taxes qui sont dus, parce que c'est vrai, il y a des avantages, mais il y a que certains impôts restent quand même dus. Et il y a enfin quelques obligations fiscales qui entourent les associations culturelles. Alors, le cadre juridique et la notion d'association culturelle. Le cadre juridique est entouré par 4 dispositions légales. Nous savons que c'est des associations culturelles, donc régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et son décret d'extension qui date du 13 mars 1946. Nous sommes appesantis également sur la loi 91-06 du 25 février 1991 portant charte culturelle en République du Bénin. Nous avons utilisé également comme documentation l'acte uniforme de l'OADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Entités à but non lucratif, puisqu'il s'agit ici des associations culturelles, donc qui n'ont pas pour première vocation de faire des bénéfices. Il s'agit bien des associations.
Et nous avons utilisé également comme support le Code général des impôts qui nous renseigne des obligations et des avantages fiscaux. Alors, la notion d'association culturelle tire sa première source de la loi du 1er juillet 1901, comme je le disais à l'entame, qui définit l'association comme étant la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Donc, il s'agit des associations à but non lucratif. Une association culturelle est un regroupement de personnes souhaitant développer, partager ou encore approfondir leurs connaissances et savoir-faire dans le domaine culturel. La notion d'association culturelle peut tourner autour de plusieurs secteurs. Nous avons les arts plastiques, nous avons les arts graphiques, numériques, nous avons la musique, la danse, le théâtre, la comédie et art de l'oralité, la littérature, le cinéma et l'audiovisuel, la mode, le design et l'artisanat d'art. Nous ne pouvons pas être exhaustifs ce matin. Le slide. Il convient quand même de préciser qu'une association culturelle ou artistique est avant tout à but non lucratif et répond donc aux exigences de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. À partir du 1er janvier 2024, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif a été instauré. Et cette loi porte sur les normes applicables en matière de tenue de comptabilité de toutes les entités associatives. Il s'agit là de dispositions comptables qui ont commencé à partir du 1er janvier 2024. En réalité, par le passé, l'OHADA avait prévu un référentiel, mais ce référentiel était dédié essentiellement aux entités à but lucratif, les entreprises, les établissements, les sociétés. Il n'y avait pas un référentiel dédié aux associations, aux ONG, donc aux entités à but non lucratif. Alors, les experts de l'OHADA se sont réunis et donc ont mis à disposition ce référentiel spécialement dédié à cette catégorie d'entités. Et donc, dès lors que ce référentiel existe, il est convié. On demande désormais donc à toutes les associations de s'y conformer. Par le passé, c'était le référentiel des entreprises que les entités à but non lucratif utilisaient, par défaut. Mais dès lors que le référentiel qui leur est dédié a été mis à jour, donc il y a de quoi qu'on leur demande donc d'utiliser ce référentiel qui traduit le mieux leur réalité. Cette norme concerne toute entité dotée de la personnalité juridique ou non, publique, privée ou confessionnelle, y compris les fondations, qui n'ont pas pour but la recherche de bénéfices aux fins de distribution entre ses membres et dont l'activité n'est pas en concurrence avec celle réalisée par les entités à but lucratif. Il s'agit essentiellement, pour ce qui concerne les associations et ordres professionnels, il s'agit des associations en règle générale, les fondations et fonds de dotation, les ordres professionnels, les organisations religieuses, les clubs sportifs ayant le statut d'association, etc. En ce qui concerne les projets de développement, il y a les entités ayant pour objet la gestion ou l'administration de projets de développement financés en général par les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, privés ou étatiques. Le cadre institutionnel, le cadre législatif qui encadre la comptabilité, les normes applicables aux entités à but non lucratif, comme je le disais tantôt, c'est l'acte uniforme de l'OHADA relatif au système comptable de ces entités-là, qui est structuré en 4 grandes parties. Nous verrons de l'article 1 à l'article 3
les dispositions générales. Dans ce document, quand vous consultez à partir de l'article 4 à l'article 23, nous avons les obligations comptables proprement dites et les dispositions pénales de l'article 24 à l'article 27 et enfin des dispositions finales. Voilà comment est-ce que ce document-là est structuré. Alors, quelles sont les obligations comptables qui sont demandées aux entités à but non lucratif? Il s'agit essentiellement d'une tenue de comptabilité. Sont tenus de mettre en place une comptabilité dite comptabilité financière conformément aux règles applicables au système comptable des entités à but non lucratif, ce qui est prévu dans les dispositions de l'article 3. Qui sont ceux qui en sont exemptés? En sont exemptés, donc ne sont pas obligés de s'y conformer les entités soumises au système de la comptabilité publique, donc les structures étatiques, les entités soumises au système de comptabilité en régime particulier et les dispositions ou les entités qui sont soumises à des dispositions nationales spécifiques. Donc, lorsque quelquefois on a des financements qui viennent de certains bailleurs, ces bailleurs-là ont des normes spécifiques avec lesquelles les flux financiers sont retracés. Donc ceux-là en sont dispensés. Il y a également ceux qui relèvent de la comptabilité publique d'office. Eux ne sont pas régis par la comptabilité, le référentiel dédié aux entités à but non lucratif. Alors, quels sont les documents qui sont obligatoirement tenus, qu'on doit obligatoirement tenir? Les livres comptables et documents obligatoires, donc, nous avons le registre des donations. Comme nous sommes en train de parler des associations à but non lucratif, ces associations n'ont pas pour vocation, comme je le disais tantôt, de vendre quelque chose ou de faire des prestations pour gagner de l'argent et faire du profit. Mais ces associations vivent d'aides, de cotisations, de dons. Et c'est à ce titre que le registre des donations doit être tenu. Il y a également le rapport d'activité. Le rapport d'activité donc retrace tout ce que l'entité a eu à faire au cours de l'année. Le livre d'inventaire et enfin les états financiers. Nous allons aborder cas par cas le contenu de chaque document. En ce qui concerne le registre des donations, selon l'article 17 de l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif, il est établi pour chaque entité à but non lucratif un registre des donateurs pour tous les dons, donations et legs reçus par l'entité. Le registre des donateurs est coté, paraphé et numéroté de façon continue par la juridiction compétente de chaque État partie concerné. Alors, l'acte uniforme de l'OHADA, pour rappel, c'est un document c'est une loi qui n'est pas que pour le Bénin, c'est une loi qui est en vigueur sur l'espace sous-régional composé de 18 pays. Nous allons donner plus tard les pays qui sont concernés. Alors, quand on dit que le registre des donateurs doit être coté paraphé, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre que le registre doit être numéroté, page par page. Quand on dit coté, il faut entendre numéroté, page par page. Et quand on dit paraphé, c'est des signatures abrégées qui sont faites sur chaque page, afin de garantir donc que ces documents, tout ce qui est retracé dans ces registres, ne soit pas altéré ou qu'on ne change pas les pages. Donc ça permet donc de garder la sincérité et la fiabilité de ce document. Alors, quels sont les livres qui doivent être cotés paraphés? Il y a, en dehors du registre des donateurs, nous avons le livre journal et le livre d'inventaire.
Toujours en ce qui concerne le registre des donations. Ce registre contient la date de l'opération. Il y a eu un don qui a été fait, on doit mentionner la date à laquelle le don a été fait. Les noms et prénoms, le domicile et l'adresse mail des personnes physiques qui ont fait ce legs ou ce don. La dénomination de la personne morale, le registre de commerce, le numéro d'identification fiscale, l'adresse du siège social. Et tout ça, c'est des informations pour indiquer cette personne physique ou cette personne morale qui a opéré ce don. Il peut s'agir d'entreprises qui soutiennent l'association à travers des dons. Et donc, voilà les informations qu'il faut renseigner. Le montant du don doit être également précisé, que ce soit le don, que ce soit un legs, legs c'est par décès, et le mode de libération. Est-ce que c'est en espèces? Est-ce que c'est par chèque? Est-ce que c'est un virement bancaire? Est-ce que c'est un bien en nature qui a été donné? Ces précisions doivent être apportées. Toutes les écritures contenues dans ce registre doivent être signées par le représentant légal de l'entité à but non lucratif. Ce registre peut être tenu en version physique, relié, broché ou en version électronique. Donc, il est demandé aux responsables de l'association de signer ce document et de s'assurer que ce document est tenu par son association. En ce qui concerne le rapport d'activité, le rapport d'activité donne état de la situation de l'entité durant l'exercice écoulé, les perspectives de développement ou son évolution prévisible et l'évolution de la situation de trésorerie. Dans le rapport d'activité, on doit également avoir les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi. Puisque le rapport d'activité se fait après le 31 décembre. Donc, ce document rappelle tout ce qui s'est passé au cours de l'année et donc de 31 décembre jusqu'à la date où ce document est établi, les faits marquants doivent y figurer. À présent, nous allons aborder le troisième document obligatoire, c'est les états financiers. Les états financiers, c'est un ensemble de documents. C'est pourquoi c'est au pluriel, on parle d'états financiers avec S à la fin. C'est prévu par les dispositions de l'article 4 à l'article 16. Et en matière d'état financier, deux systèmes existent. Il y a le système normal et il y a le système minimal de trésorerie. Nous verrons dans chaque cas pourquoi il y a cette distinction. Alors pour les associations et les autres professionnels, nous avons, en ce qui concerne le système normal bien sûr, nous avons le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes. Pour les projets de développement, le système normal est composé de tableaux d'emploi ressources, le tableau d'exécution budgétaire, le tableau de réconciliation de trésorerie, le bilan, le compte d'exploitation et les notes annexes. Toutes ces informations, nous n'allons pas nous étendre sur cela puisque il y a des corps spécialisés pour traiter ces documents, pour tenir ces documents, c'est les experts comptables, c'est les comptables. Donc, eux, ils savent comment ces documents se tiennent. Ce qui est important, c'est de savoir à peu près, en tant qu'association, quelles sont les obligations que nous avons, la tenue de ces livres-là, et est-ce que nous devons tenir la comptabilité selon le système normal ou est-ce que nous devons le faire selon le système minimal de trésorerie. En ce qui concerne le système minimal de trésorerie, 3 documents doivent être tenus. C'est le bilan, le compte de résultats et les notes annexes. C'est pourquoi on parle ici, comme vous le constatez, de système minimal. Il y a peu de documents à fournir. La distinction essentielle vient du fait que
le système, les associations n'ont pas la même taille. Donc, en fonction de la taille, les exigences comptables ne sont pas les mêmes. Lorsque l'entité, lorsque l'association a au maximum 30 millions de francs CFA en termes de subventions, en termes de cotisations, en termes de dons, lorsque le seuil ne dépasse pas 30 millions, c'est que nous sommes dans un système minimal de trésorerie. Il y a également, les associations peuvent avoir comme autres ressources, les ressources de projets de développement. Il peut aussi y avoir d'autres ressources autres que celles que nous venons de citer. Dès que, pour une ressource ou pour une autre, le seuil ne dépasse pas 30 millions, c'est que nous sommes dans un système minimal de trésorerie et donc, c'est selon ce système, les documents que ce système exige, c'est ça que nous devons tenir. Plus que 30 millions, c'est que nous sommes dans un système normal. Il y a également le livre d'inventaire. Le livre d'inventaire pour les associations et les autres professionnels transcrit le bilan, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie, le résumé des opérations d'inventaire. Et en ce qui concerne les projets de développement, le livre d'inventaire transcrit l'état des dépenses et des ressources de chaque exercice, le résumé de l'opération d'inventaire. En dehors de ces livres-là qui sont obligatoirement tenus, il y a des précisions importantes qu'il faut quand même avoir lorsque nous sommes responsables d'une entité à but non lucratif, responsables d'une ONG, ces informations sont relatives au contrôle. Deux niveaux de contrôle peuvent exister. Le premier, c'est le contrôle interne. C'est l'ensemble des procédures et dispositifs mis en place dans l'entité en vue d'anticiper sur les erreurs, les fraudes et les omissions. Donc, lorsqu'on est en association, c'est normal que dans nos tests, nous prévoyons des contrôles, un contrôle interne afin de prévenir des dérapages. Mais le contrôle externe est obligatoire. Le contrôle externe est exigé et cette exigence amène à faire recours à un commissariat aux comptes, donc à un auditeur externe, à un commissariat aux comptes. Mais ce n'est pas à toutes les associations que cette exigence est faite. Pour qu'on vous oblige à tenir un commissariat aux comptes, c'est que l'association doit avoir un total de bilan qui fait 100 millions de francs CFA. Donc, quand on fait un peu le point de son patrimoine, le bilan c'est l'actif et le passif, quand on fait à peu près le point de son patrimoine, et que ça fait 100 millions, c'est que on lui recommande fortement, on lui fait obligation de recourir à un commissariat aux comptes. Le deuxième critère, ou la deuxième condition, c'est que l'entité a des ressources annuelles supérieures à 200 millions. Dès lors que vous gérez des ressources supérieures à 200 millions, il faut absolument avoir un commissariat aux comptes. La troisième condition, c'est l'effectif permanent des membres qui, dès lors que ça atteint 20, il faut également recourir à un commissariat aux comptes. Voilà un peu quelques exigences qui sont faites en matière de contrôle. Nous venons donc de faire un peu le point des obligations comptables. Et quand on dit obligations, c'est qu'on prévoit des sanctions afin d'inciter les uns et les autres à ne pas tomber dans le travers. En termes de sanctions, c'est l'article 24 qui prévoit que les dirigeants encourent une sanction, les dirigeants des entités encourent une sanction pénale pour ceux qui n'ont pas pour chaque année dressé l'inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que le rapport d'activité, comme nous l'avons
précédemment cités. Même sanction pour les dirigeants qui ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne donnant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Pareil également pour ceux qui n'ont pas tenu et mis à jour le registre des donateurs. C'est toujours pour rappeler que la tenue des documents que nous avons cités est obligatoire. Je dois préciser que dans le Code général des impôts, cette obligation de produire des rapports financiers et même des états financiers existait. Et quand les états financiers sont faits, le rapport financier est établi, ça se dépose au plus tard avant le 1er mai de chaque année. Cette obligation n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, et il est important de le préciser, c'est que le référentiel qui est utilisé pour présenter les états financiers, qui était avant un référentiel dédié aux entreprises à but lucratif, qu'on n'utilisait pas défaut, c'est ça qui a changé en la mise à disposition d'un référentiel désormais dédié aux entités à but non lucratif. Et donc, si aujourd'hui nous sommes là et que nous parlons d'obligations et d'exigences, c'est surtout d'établir les états financiers conformément à ce nouveau référentiel. Selon l'article 25, une sanction pénale, en cours, une sanction pénale, les dirigeants d'entités à but non lucratif qui n'ont pas provoqué la décision de l'auditeur de l'entité ou ne l'ont pas convoqué à l'Assemblée générale ou par devant l'instance qui en tient lieu, statuant sur les comptes de l'entité. Donc, comme je le disais tantôt, lorsqu'on a l'obligation, lorsqu'on est dans les trois conditions, à savoir un total de bilan qui fait 100 millions, un montant de ressources qui fait 200 millions qu'on gère, ou lorsqu'on a un total de membres qui fait 20, l'un ou l'autre, ou cumulativement l'un et l'autre, lorsqu'on est dans cette situation, on est obligé de recourir à un expert comptable pour le commissariat aux comptes et le responsable de l'entité est donc tenu de s'y conformer. Selon l'article 26, encourt une sanction pénale les dirigeants d'entités à but non lucratif ou toute personne au service de l'entité qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérifications ou au contrôle de l'auditeur ou qui ont refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et notamment de tout contrat, livre, document comptable et registre. Donc il est question ici d'inviter les dirigeants d'associations de ne pas faire obstruction aux travaux de contrôle, que ce soit en contrôle interne ou en contrôle externe. Il leur est demandé donc de coopérer afin de faire plus de transparence, plus de lumière sur la gestion financière donc de l'association. Tout ceci est dit parce que le cadre légal, lorsqu'il est transparent, lorsqu'il incite les uns et les autres à plus de conformité, à plus de transparence, il est gage de sécurité pour l'investisseur. L'investisseur, quand il est à l'étranger et qu'il veut mettre des fonds à la disposition d'une association ou d'une entité à but non lucratif, il veut s'assurer si l'arsenal juridique dans le pays permet une bonne gestion des ressources. Et fort donc de ces normes auxquelles nous avons adhéré, cela est un élément qui va certainement déclencher ou catalyser un peu plus les flux financiers vers les entités à but non lucratif. Je vous remercie. D'entrée de jeu, je remercie le présentateur pour sa brillante prestation. Ma question ne sera qu'une doléance. Tellement c'est intéressant ce qu'il a présenté que j'aurais aimé que ce qui est projeté soit mis à la disposition du CENOA pour que chacun de nous puisse en relire après. La première question concerne les exemptions. Vous avez dit tantôt qu'il y a certaines associations qui relèvent
ceux qui ont une comptabilité publique et ceux qui ont des exigences des bailleurs de fonds. Donc, eux, ils ne présentent pas leurs états financiers comme le système comptable actuel des organisations le demande. Mais, dans le livre où les associations doivent mentionner les appuis reçus, si une organisation internationale finance une association, par exemple, qui a un système de présentation différent de ceux du SYSNABUL, okay, est-ce qu'il faille qu'il puisse mentionner ce montant de subvention dans le livre des subventions? Parce que, bon, à mon avis, si c'est mentionné dans le livre de subvention, normalement, nous devons l'avoir dans les flux, les tableaux des flux, les dépenses relatifs au niveau du système comptable SYSNABUL en question. Okay. Ma deuxième préoccupation, c'est nous avons des associations également qui ont des commissaires aux comptes. Ils ne sont pas forcément des experts comptables. Ok. Ces commissaires aux comptes dans ce système, nouveau système-là, c'est eux qui seront amenés à certifier les présentations des états financiers ou bien il faut avoir recours nécessairement aux experts comptables pour ce faire. Toujours par rapport au contrôle interne. Vous avez dit deux types de contrôle interne, un contrôle interne et puis un contrôle externe. Ok. C'est les petites associations qui auront à recruter un contrôleur interne, si je comprends bien votre présentation. Ils ont l'obligation d'avoir un contrôle interne pour pouvoir suivre les procédures, respecter les procédures de leurs organisations par rapport aux opérations qu'ils auront à faire. Ok. Les associations, les petites associations ont des moyens limités pour pouvoir recruter des contrôleurs internes. Parce que pour recruter un contrôleur interne, il faut avoir une bonne assise financière pour pouvoir payer cette prestation. Est-ce que c'est vraiment exigé qu'ils puissent avoir ce contrôleur interne au sein de leurs organisations ou ils peuvent s'en en passer s'ils n'ont pas de grands moyens? Concernant le montant de 30 millions, est-ce que c'est cumulatif? Est-ce qu'on doit avoir des 30 millions partout, que ce soit au niveau des cotisations, que ce soit au niveau des subventions? Voilà, merci. La deuxième préoccupation, c'est par rapport au commissariat aux comptes. Nous avons souvent, comme organe au niveau des associations, un commissariat aux comptes, des commissaires aux comptes. Ces commissaires aux comptes-là, sont-ils reliés au contrôle interne ou au contrôle externe? Je voudrais qu'on nous apporte un peu plus de précision là. Et puis, en termes d'obligation, qu'en est-il pour les prélèvements à la source pour les organisations à but non lucratif? Oui, qu'en est-il pour les prélèvements à la source? Je prends par exemple une association qui est en location. Est-ce qu'il n'y a pas de prélèvements à la source que l'association doit faire sur le paiement des frais de loyer? Les organisations culturelles ont jusqu'à quand pour se mettre au point, pour ne pas être frappées par les sanctions? Il a été dit que les associations d'ordre général et culturel en particulier doivent avoir l'identifiant unique, fiscal unique IFU. Ces exigences auront quelles conséquences sur les associations, surtout sur le plan financier? La deuxième préoccupation est sur une de nos activités, une société internationale présente dans la place demande à ce que nous fournissons ce IFU pour pouvoir bénéficier d'un bon de commande pour être enregistré dans leur base de données comme un prestataire de cette société. Je voudrais savoir, avec mon équipe, quelle est la conséquence du côté de cette société qui exige, qui,
en nous appuyant, je ne sais pas si je vais appeler ça social, va prendre ça comme bon de prestation. Je ne sais pas si je me fais clair. Je réexplique. La société demande que nous fournissons l'IFU exigé par l'État que toute association doit avoir. Et à la suite de cette fourniture de l'IFU, la société en question nous enregistre dans sa base de données comme des prestataires de cette société. Et au retour, nous donne un bon de commande, tout comme si une entreprise elle a besoin des prestations, nous fait appel, on vient comme un marché. Or, en amont, c'est une demande de sponsoring. Quelles seraient les conséquences et du côté de l'association, surtout du côté de la société, sur le plan fiscal? Si un président d'association, en dehors des cotisations annuelles ou un membre trésorier, etc., fait une donation, est-ce que cela va à l'encontre de l'orthodoxie financière au niveau de la comptabilité? Moi, c'est ma question. Pas compris. Vous pouvez réexpliquer? Alors, en dehors des cotisations annuelles fixées par l'association à tout membre, si en dehors de cette cotisation-là, le président d'association ou un membre du bureau fait une donation pour l'association, pour ses activités, est-ce que cela va à l'encontre de l'orthodoxie financière de la comptabilité? Aujourd'hui, quand on parle d'association, ne nous leurrons pas la face. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis sur pied ce régime fiscal. Mais j'aimerais demander, est-ce que, à travers cette disposition mise en place, le gouvernement aussi est à pied d'œuvre déjà pour nous faciliter le financement, c'est-à-dire au niveau des différentes structures? Parce qu'aujourd'hui, tu vas envoyer des courriers un peu partout. J'ai l'honneur, s'il vous plaît, des demandes de sponsoring et autres. Mais ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Est-ce que le gouvernement est en train de mettre sur pied peut-être des stratégies, c'est-à-dire pour nous aider à entrer peut-être en possession peut-être des financements et autres? Ma seconde question est celle-ci. Est-ce que la DGI en question accompagne les activités culturelles? Est-ce que la DGI finance peut-être si on envoie une demande de sponsoring au niveau de la DGI? Est-ce que la DGI accompagne? Les associations, aujourd'hui on nous demande des bilans financiers. Mais combien d'associations a dans sa trésorerie 30 millions ou 100 millions? Il n'y a pas beaucoup d'associations. Même lorsque nous faisons des activités que nous appelons, nous faisons des appels à financement, il n'y a pas beaucoup de sponsors ou de mécènes qui nous donnent autant d'argent pour que nous puissions faire un bilan et jusqu'à 30 millions. En dessous de 30 millions, est-ce que nous sommes obligés aussi de faire des bilans? Et les bilans, même si nous n'avons pas eu d'activité au cours d'une année, sommes-nous obligés de faire également un bilan financier? Parce qu'il arrive que nous n'ayons pas du tout d'activité au cours d'une année. Est-ce que nous avons obligation de faire un bilan? Et également par rapport à l'IFU aujourd'hui, qu'on exige aux associations, parce qu'avant on ne nous exigeait pas de l'IFU. Quelles dispositions est-ce que la direction prend par rapport à l'IFU pour les associations? Dans le cas où on a une association qui reçoit pour un exercice donné des subventions pour l'exécution d'un projet de développement par exemple, est-ce que cette association-là en fin d'exercice ou pour la période concernée va établir les états financiers selon les associations et autres professionnels ou selon les projets de développement? La seconde préoccupation, c'est toujours dans le cadre des activités de l'association qui ne fait pas de profit, donc à but non lucratif. Il peut arriver que dans l'exercice des fonctions, ou bien on organise des activités qui sont parfois payantes pour les participants et tout. Est-ce que les impôts ne viendront pas après dire que peut-être parce que vous vendez des tickets ou bien
vous faites payer des frais de visite, il faut parler de bénéfices ou de perte après. Quelle est la politique que vous envisagez après cette formation au niveau de chaque secteur du Sénois? Au niveau de chaque secteur, pour un renforcement par rapport, parce que le temps étant tellement peu, est-ce qu'il n'y aura pas une autre politique pour permettre à chaque section, au niveau de Sénois, musique, danse et autres, de se faire renforcer? Parce que moi j'ai de la crainte. J'ai de la crainte quand je vois la DGI devant nous. Ah oui, il faut... j'ai de la crainte parce que c'est bien dit, c'est beau ce qu'on nous a présenté, mais j'imagine déjà la suite. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez eu à travers les questions que vous avez posées. Nous avons dit que sont exemptées les entités soumises au système de la comptabilité publique. La comptabilité publique, au système de comptabilité soumis à un régime particulier ou à des dispositions nationales spécifiques. Ce qui est voulu, c'est que désormais, qu'il n'y ait pas de secteur d'activité qui n'ait pas une obligation de tenue d'une comptabilité conformément à un référentiel existant. Il n'est pas question comme je le disais, avant l'exigence qui a été faite à partir du 1er janvier 2024, c'est que les entités à but non lucratif n'avaient pas un référentiel qui leur était dédié. Alors, lorsque vous recevez un financement d'une entité, vu que la comptabilité doit être unique, ce qui est recommandé, c'est que l'entité tienne sa comptabilité selon les normes du système des entités à but non lucratif. Donc, tous les comptes sont tenus selon ce modèle-là. Et lorsque le bailleur a d'autres exigences, parallèlement, on répond à ces exigences, puisque c'est lui qui donne le financement. C'est normal que lorsque lui, il a d'autres exigences, que nous le fassions selon le modèle qui lui permettra à lui de faire un meilleur suivi. Donc, l'exigence du bailleur de fonds n'enlève pas à l'association de tenir en symbiose le flux financier, la comptabilité des flux financiers. Les obligations fiscales et comptables à la date d'aujourd'hui permettent à toute entité de recruter un comptable interne, et celui-là qui est recruté, donc qui fait un travail pour le compte de l'association, qui est déclaré à la CNSS, lui, il peut certifier les états financiers qui sont valables qu'on dépose. C'est lorsque nous n'avons pas un comptable interne recruté pour les besoins de l'association et qu'on recourt à une comptabilité, à un cabinet extérieur, c'est en ce temps qu'il est fait obligation donc d'avoir une certification d'un expert comptable. Ben, c'est à nous de voir, est-ce que c'est faisable pour notre propre, pour la sécurité de l'association, pour que quelqu'un d'entre nous ne dérobe pas les fonds et disparaisse. Je pense qu'il est de notre intérêt, il est de l'intérêt de l'association d'avoir un contrôle interne. Je pense que c'est une exigence qu'on n'a pas besoin de faire venir d'ailleurs. Nous-mêmes, nous devons pouvoir l'insérer dans nos clauses. L'exigence qui vient d'ailleurs, c'est l'obligation d'un commissariat au compte. Et là, ce n'est pas une exigence en direction de tout le monde. C'est uniquement des cas spécifiques. Nous en avons cité 3. Je rappelle le premier, ceux qui ont un total de bilan qui fait 100 millions, ceux qui ont des montants à partir de 200 millions, ou ceux qui ont des membres qui font l'effectif de 20, des membres permanents qui font 20. C'est à eux qu'il est fait obligation de recourir à une expertise extérieure afin de s'assurer que la comptabilité et que tous les flux financiers sont retracés dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, parce que là, comme vous pouvez le constater, les enjeux deviennent plus importants. 200 millions de chiffres et 100 millions de bilan,
c'est quand même des montants qui sont importants et c'est mieux pour la sécurité de tous qu'il y ait un œil d'un expert, d'un connaisseur pour certifier les comptes, pour dire que oui, tout s'est passé dans les règles de l'art. Nous avons cité plusieurs sources de financement qu'une association peut avoir. Nous avons dit qu'il peut y avoir des subventions. Nous avons dit qu'il peut y avoir des cotisations des membres. Nous avons dit qu'il peut y avoir des dons, des legs, des ressources de projets et d'autres ressources. Et nous avons dit que dès lors que ces montants atteignent 30 millions, c'est qu'il faut passer d'office au système normal de comptabilité. Oui, je suppose que au cours d'une année, vous n'avez eu que des cotisations de l'ordre, par exemple, de 25 millions. Là, nous sommes en système minimal de trésorerie. Courant l'année, nous avons reçu une subvention qui fait peut-être 10 millions ou qui fait 30 millions. Lorsque nous faisons le cumul, nous dépassons déjà le seuil de 30 millions. Nous sommes invités à aller à un système normal de trésorerie. Il en est de même lorsque, sur 2 exercices, ce cumul dépasse le seuil de 30 millions. Donc, le seuil de 30 millions est un seuil qui ne vise pas qu'une seule source de revenus. Il y a la source de revenus qui est soit tout ce que nous avons cité, les dons, les legs, ou lorsque c'est plusieurs sources cumulées, dès lors que le seuil atteint et dépasse 30 millions, il faut recourir il faut aller vers un système normal, une comptabilité dans le système normal. J'allais dire non. Si le commissariat aux comptes qui est prévu ne donne pas la possibilité à un expert comptable étranger, qui est externe donc à l'entité, d'avoir un œil sur la traçabilité des flux financiers, c'est que nous n'avons pas répondu aux exigences. Voilà. Et nous avons compris que quelquefois, il y a par abus de langage des appellations dans les associations. On parle de commissariat aux comptes, mais ceux qui s'occupent des tâches y afférentes ne sont pas toujours des personnes averties qui sont spécialisées dans le domaine. Donc, lorsque vous avez plus de 100 millions en termes de bilan, 200 millions en termes de flux financiers que vous gérez au titre d'une année ou 20 membres permanents, l'exigence qui est faite, c'est celle de recourir à une expertise extérieure, un expert comptable qui pourra donc assurer le commissariat au compte. Ça a déjà démarré depuis le 1er janvier 2024. Nous y sommes déjà. Nous y sommes déjà et c'est à ce titre que les responsables de votre fêtière ont vu juste en nous invitant donc à faire cette communication. C'est que nous y sommes déjà et donc à la fin de l'année, plus tard fin avril, avant le 1er mai, c'est que la comptabilité tenue selon les normes, les nouvelles normes des entités à but non lucratif, doit être, la comptabilité doit être tenue dans ce sens-là et les états financiers, le rapport financier doivent être déposés dans la date que j'ai indiquée, avant le 1er avril, avant le 1er mai. Je vais dire zéro conséquence. Oui, juste une obligation d'être immatriculé. Est-ce qu'il y a des avantages? Oui, nous l'aborderons tout à l'heure quand Madame parlera des obligations fiscales. Est-ce qu'il y a d'inconvénients? Nous devons tous avoir un numéro IFU. Que nous soyons des personnes physiques ou des personnes morales, dès lors que nous opérons sur le plan commercial ou non, nous devons opérer à travers des numéros IFU. Lorsqu'on vous met dans la base de prestataire, ben c'est que vous êtes comme une entité à but lucratif. Alors que quand vous demandez un sponsor, c'est que vous demandez de l'aide.
Donc ce n'est pas pareil. Je suppose que vous êtes certainement demandeur d'aide, un sponsor, mais peut-être qu'ils ne vous ont pas bien compris et ont voulu vous mettre dans leur base de prestataires. Il arrive que certaines entreprises, et pour certaines activités, demandent à des entreprises plus grandes des aides. Et donc, quelquefois, ce n'est pas bien compris ou l'aide que l'entreprise plus grande estime pouvoir porter à l'entité plus petite, à l'entreprise plus petite, c'est peut-être de lui octroyer quelques marchés. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils ont compris votre sollicitation. Je pense qu'il y a lieu de les revoir afin de clarifier davantage vos attentes. Je pense que dans les sources de financement d'une association, il y a, en dehors des cotisations, d'autres types de sources de financement, je disais tantôt, c'est les dons, les legs, nous avons cité. Si dans les tests de l'association, c'est prévu, et je pense que dans les associations à but non lucratif, on ne va pas vouloir faire un don et l'association va s'y opposer, sauf des dons entre griffes tendancieux. Je ne veux pas m'épiloguer sur ça, mais je pense que ce n'est pas contraire à la comptabilité que l'association reçoive des dons, même du dirigeant de l'association ou de ses membres, en dehors des cotisations. Les appuis qu'une association peut avoir, c'est des appuis financiers, c'est également de l'accompagnement technique, c'est aussi des dons en nature. Et la présence aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça rentre dans le cadre des appuis techniques. Mais cette question, je n'ai pas la police de ce débat-là. Je ne suis pas la voie la plus indiquée pour dire si la Direction générale des impôts peut faire des appuis. Le système minimal de trésorerie que nous avons évoqué est exigé aux entités à but non lucratif qui font entre 0 et 30 millions. Et lorsqu'on dépasse 30 millions, c'est qu'on est dans le système normal. Donc, même en dessous de 30 millions, il faut faire les états financiers, le rapport financier déposé. Même si on n'a pas eu d'activité, ça peut vous paraître paradoxal, à moins que l'association ait pris des congés. C'est-à-dire que l'association a peut-être décidé de suspendre les activités pendant un moment, peut-être 2 ans ou je ne sais pas. Mais si ce n'est pas le cas et que l'activité a régulièrement exercé et peut-être n'a pas fermé quand même ses portes, mais tout au long de l'année n'a pas eu grand-chose, n'a pas atteint les 30 millions ou n'a même pas eu quelque chose, l'obligation de faire quand même des états financiers existe parce que seuls les états financiers peuvent certifier que effectivement rien n'a été fait tout au long de l'année. Je dois rappeler que en matière d'obligations fiscales, le système fiscal au Bénin est déclaratif. C'est-à-dire que chacun doit dire ce qu'il a fait comme activité, que ce soit à but lucratif ou non. Chacun doit s'exprimer, dire, voilà, tout au long de l'année, j'ai fait 5 millions en activité commerciale, j'ai fait 5 millions en activité non commerciale, je n'ai rien fait. Ici, c'est que, comme en droit, on parle de présomption d'innocence. Donc, l'administration vous croit sur parole, mais il faut que ça soit une parole documentée. Et c'est la documentation de cette parole qui est transcrite à travers les états financiers qui sont déposés. Donc, si vous ne le faites pas et que d'aventure, quelqu'un disait « Ah, telle association est venue à travailler chez moi et je lui ai donné 80 millions comme prestation » et arrive, lui, à documenter cela, on serait tenté de dire que votre association ou l'association qui n'a pas déposé d'état financier s'est abstenue de relater cette information et cette information leur sera opposable. C'est pour cela, pour se prémunir de toute éventualité, le mieux, c'est de dire sous un format bilan que l'association n'a pas eu d'activité. Donc c'est ce document-là qui pourra, à sa simple lecture, témoigner de ce que vous n'avez rien fait. Nous avons distingué
parce qu'on ne voulait pas mélanger, sinon c'est des entités à but non lucratif. Ceux qui pilotent des projets ne le pilotent pas pour se faire de l'argent. Mais attention, je dois faire une petite nuance. Il y a des cabinets qui font des prestations intellectuelles. C'est-à-dire que l'un bailleur de fonds a peut-être veut impacter un domaine social. Ça peut être la santé, ça peut être l'éducation, ça peut être l'agriculture ou la culture. Recours à des experts, des gens qui s'y connaissent dans le domaine afin de mieux impacter la population cible. Donc, c'est des cabinets qui ont si c'est dans le secteur de l'agriculture, qui ont des ingénieurs agronomes, des gens qui ont c'est des cabinets quand même qui ont plusieurs spécialités et qui participent donc qui gagnent des marchés de ces projets-là afin d'impacter la population qui est ciblée. Alors, très souvent, il faut faire la différence entre le projet, le montant du projet destiné à la population cible et l'expertise qu'eux y mettent afin que le projet puisse atteindre la population. Donc, très souvent, lorsqu'on lit ce type de projet, on peut voir que le cabinet qui va aider à implémenter le projet est rémunéré à peut-être 5% du financement, 1%, 2% du financement. Et donc, ces cabinets feront les états financiers conformément au système comptable des entités à but lucratif, parce que eux, en marge de ce qu'ils aident le projet à atteindre la cible, c'est qu'eux, ils mettent une expertise à la disposition qui est rémunérée. Et cette rémunération, puisque ce n'est pas du bénévolat, est assujettie à l'impôt sur les bénéfices. Nous allons, quand madame va prendre la parole tout à l'heure, revenir sur donner les précisions sur ceux qui doivent payer des impôts sur le revenu et ceux qui ne doivent pas payer les impôts sur le revenu. D'ores et déjà, les associations à but non lucratif n'ont pas pour vocation de faire du bénéfice et donc ne doivent pas payer des impôts sur le revenu. Je voudrais dire que la politique, ce n'est pas maintenant, c'est en amont, c'est avant. Parce qu'avant de programmer et de négocier cette formation, nous avons quand même fait une petite enquête pour savoir si cela était de notre intérêt ou pas. Pour dire que lorsque nous préparions ceci et que nous avions pris langue avec la DGI, c'est déjà à ce moment-là que nous avons mis en place un certain nombre de dispositions pour que ce que nous semons de nos mains nous-mêmes ne devienne pour nous, comme on dit en fond, notre mort. Parce que les impôts ne pardonnent pas et on le sait. Bon, mais aujourd'hui, j'ai toute une autre image des impôts. Donc déjà, quand nous préparions ça, nous avions dit avec la DGI que ce ne sera pas un partenariat ponctuel. Ce sera un partenariat pérenne. Et c'est pour ça que nos formateurs, je vous le souffle, pour les autres séances, à la fin, donnent leur numéro. Le monsieur que vous voyez est le chef service juridique. Ça veut dire qu'il est à notre disposition. Il dit qu'il se met à notre disposition. Madame, n'en parlons plus. Bon, elle est entièrement, je veux dire, cohérente. Je peux dire cohérente. Elle a confirmé. Mais moi, je ne nous comprends pas. Mais on est sous Yigbe. L'autre chose, j'ai pu apprendre dans les enquêtes pour préparer les séances qu'il existe ce qu'on appelle les CGA, les centres de gestion agréés, qui sont des structures de proximité qui sont créées dans les départements pour nous qui sommes petites associations qui n'avons pas les moyens de requérir à des cabinets où on va nous facturer 500 000, etc. Eh bien, ces centres-là sont subventionnés par l'État et donc par le ministère des Finances, la direction des impôts, pour nous accompagner à presque rien. Et enfin,
la meilleure garantie que nous puissions prendre, c'est de savoir si toutes les dispositions dont on nous informe là, est-ce que c'est bon pour nous? Il y a des choses que nous pouvons faire et qui sont vraiment bénéfiques déjà pour nous. Quand on dit qu'il faut, par exemple, tenir un registre de donation, c'est bon pour nous. Le registre de donation dit qu'en telle année, telle personne nous a donné telle chose. Et même si le bureau s'en va, dans 15 ans, dans 20 ans, ce registre peut être consulté pour que nous connaissions le patrimoine de l'association. Et ça ne nous coûte rien. Ça ne nous coûte qu'un registre. Alors on nous dit, les impôts nous disent, si nous ne tenons pas ce registre, nous pouvons être condamnés. Alors pour quelque chose qui ne nous coûte rien, pourquoi on ne le fait pas? Les rapports financiers, c'est bon pour nous que chaque année, nous ayons des rapports qui sont classés. On nous dit que nous serons condamnés si on ne le fait pas, alors que si on le fait, c'est bénéfique pour nous. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire et qui ne nous demande pas des choses, je veux dire, hors humain, eh bien, nous pouvons le faire. Et donc, nous, au Sénois, c'est pour vous garantir que quand nous engageons des actions comme ça, nous prenons des garanties au début et à la suite, nous négocions avec les partenaires pour que la suite ne nous soit pas condamnable. Donc voilà un peu ce que je peux répondre à ça. Et surtout, notez les CGA. Demandez où aller sur Google, ou aller au ministère, ou à la DGI, etc. Ils sont dans tous les départements et on peut se rapprocher d'eux pour nous aider à faire les états financiers. Merci. Je veux juste remercier encore la DGI. Il y a un adage de chez nous qui dit, pour mieux communiquer avec le sourd-muet, il faut transmettre le message à ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à la DGI qu'elle est d'une maison finance. Je vous promets que Sénois est un bon élève. Ou bien nous sommes de bons élèves, non? Et tout professeur, quand il fait son cours, il fait exercice d'application. Vous allez voir au niveau du ministère de l'économie, on veut faire des bilans, non? Avec quoi on va faire les bilans? Mettez de l'argent au niveau du Sénois pour que les associations puissent en bénéficier. Et l'année prochaine, on va vous déposer les bilans, vous allez voir si on n'a pas réussi les cours. Voilà ce que je veux dire. Je vous remercie. On va négocier ça. Merci beaucoup. Je commence par l'expression de fin du secrétaire exécutif, M. Boniface. Enfant, non, 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 c'est trop fort. C'est trop fort. Aux impôts, comme chez les artistes, nous sommes des partenaires. Les artistes ne peuvent pas exister sans les impôts, sans la direction générale des impôts. On est d'accord sur ça parce que nous constituons toute une famille. Et chaque membre, chaque maillon de cette famille, du Bénin, des enfants du Bénin, chacun doit participer selon sa faculté contributive. On se comprend? Voilà. Donc nous sommes ensemble. N'ayez pas peur, pas de crainte. Monsieur Roberto, il n'y a pas de crainte à avoir, à nous voir aux côtés de Sénois. Nous sommes ensemble. Merci pour votre attention. Alors, nous allons aborder les avantages fiscaux accordés aux artistes et aux associations culturelles. Avantages fiscaux. Il a été dit lors de la présentation des obligations comptables que vous ne faites pas le commerce pour réaliser de bénéfices. Donc ça, la Direction générale des impôts, à travers les tests, la direction l'a su et les législateurs vous ont concédé beaucoup d'avantages. Vous allez constater tout à l'heure lors du déroulement de la présente. Voilà. Les associations à but non lucratif sont exonérées des impôts sur les sociétés.
Impôt sur les sociétés, c'est pour les entreprises à but lucratif, ceux qui réalisent de bénéfices. Donc, les associations à but non lucratif sont exonérées des impôts sur sociétés. Alors, à cette fin, ces associations sont dispensées de payer des acomptes sur les bénéfices d'affaires, des acomptes sur les impôts assis sur les bénéfices. Qu'est-ce qu'on appelle acompte? Acompte, lorsque je fournis une prestation, celui qui veut me payer, il retient quelque chose. On se comprend. Je fournis une prestation de 100 000. Celui qui veut me payer retient soit 1%, soit 3%. Au lieu de 100 000, me donne 97 000 lorsque c'est 3%. Ces associations sont dispensées de ça parce que ces acomptes seront utilisés à quelle fin? Il n'y a pas d'impôt sur bénéfice, il n'y a pas d'impôt sur revenu. Pourquoi on va retenir ça? Ça, les associations sont dispensées de ça. Les associations à but non lucratif sont dispensées également de la taxe professionnelle synthétique parce que l'activité est à but non lucratif. De la TVA sur les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art. Les ventes par leurs auteurs d'œuvres d'art. Toutefois, cette dispense ne doit pas être confondue avec les achats de biens et services ou les prestations dont ces auteurs bénéficient. Ces auteurs, ces organisations non gouvernementales, ces organisations à but non lucratif, ces artistes sont dispensés de la TVA sur la vente par leurs auteurs d'œuvres d'art, sur les services rendus bénévolement ou à un prix inférieur au prix de revient. À ne pas confondre avec la TVA sur les achats de biens et services. Celle-ci est due. Je vais aller fournir une prestation, je loue une voiture. Cette voiture, celui qui m'a loué ça va mettre la TVA. Ce n'est pas parce que je suis exonéré sur mes œuvres d'art et mes prestations à titre bénévole que je vais dire je ne paye pas la TVA à celui qui m'a loué la voiture. On se comprend? Merci. Il y a également l'exonération sur les rémunérations versées en contrepartie des prestations artistiques et culturelles au profit des prestataires non résidents. Prestataires non résidents, nous faisons souvent appel aux artistes étrangers pour favoriser, faciliter le brassage. Ces prestations sont exonérées de l'impôt sur le cachet qu'on va remettre à ces étrangers. Toutefois, ce qu'il faut noter, il y a beaucoup d'autres avantages qui vous attendent parce que aujourd'hui, le gouvernement a identifié les artistes comme des acteurs qu'il faut accompagner. Donc les réformes en matière d'exonération, ces réformes sont désormais plus orientées vers vous. Il y a beaucoup de nouvelles réformes, nouvelles exonérations qui vont venir avec le temps et par vos accompagnements aussi en respectant vos obligations fiscales et aussi comptables. Merci. Oui? Les associations sont également exonérées du versement patronal sur salaire. Qu'est-ce qu'on appelle versement patronal sur salaire? L'association peut engager un salarié comme secrétaire qui n'est pas un artiste. Là, le VPS est dû sur l'employé qui n'est pas artiste. Monsieur Sobabe, c'est bien ça? Ou bien du versement patronal, oui. Conformément aux dispositions du Code général des impôts, les personnes physiques ou morales promotrices d'activités sportives ou artistiques sont affranchies du versement patronal sur salaire
sur les rémunérations versées dans une limite de 4 fois le SMIC. Le SMIC, c'est combien? 52 000 fois 4. 208 000. Lorsque l'association paye un salaire dans la limite de 208 000 au plus, cette association est exonérée du versement patronal sur salaire parce que le versement patronal sur salaire est à la charge de celui qui a embauché, est à la charge de l'employeur. L'employeur ici, c'est qui? L'association. Mais lorsque ce salaire mensuel est supérieur à 208 000, qui fait 4 fois le SMIC, le versement patronal est dû par l'association à but non lucratif. L'association est également exonérée de la patente. Conformément aux dispositions du CGI, sont exonérés de la patente les peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que les produits de leur art. Aller acheter pour revendre, c'est différent. C'est l'auteur même qui vend son objet d'art, son produit d'art. Oui. Nous venons de citer les exonérations, les avantages, ce que les associations ne doivent pas payer et dans quelles limites. Il faut reconnaître qu'il y a aussi des obligations qui pèsent sur ces associations à but non lucratif. Et donc, nous sommes là, les impôts et taxes dus par les associations culturelles. Impôts et taxes dus. Taxes sur les véhicules à moteur. L'association a une voiture. Ça, tout le monde connaît ça. Ça se paye par Momo de nos jours. Mobile Money. L'association a une voiture, la TVM est due. Versement patronal sur salaire pour verser aux salariés, autres que les artistes. Au taux de 4%, le VPS est dû sur les personnes autres que artistes et ce taux est réduit à 2% lorsque l'association a une école. Le personnel recruté dans le cadre de l'exploitation de cette école, le VPS est réduit à un taux de 2%. On va détailler un peu la TVM, taxe sur les véhicules à moteur. Perçu chez les propriétaires de véhicules, le tarif varie des tricycles aux véhicules et selon le nombre de chevaux. Les tricycles, c'est 15 000. Les véhicules privés, c'est de 20 000 à 60 000. Les véhicules poids lourds et autres, c'est de 38 000 à 136 000. Donc la TVM, voilà les détails pour la TVM. Et c'est payable au plus tard le 30 avril de chaque année. TVM 2024, payable au plus tard 30 avril 2024. Versement patronal sur salaire. Liquidé au taux de 4% ou à un taux réduit de 2%, c'est à la charge des employeurs et c'est payable au plus tard le 10 du mois suivant celui du versement des salaires. Nous sommes le 4 aujourd'hui. Le VPS du mois de septembre sera payé au plus tard le 10 octobre 2020. L'ITS. L'ITS, c'est quoi? L'ITS, impôt sur traitement et salaire, est à la charge du salarié. Ce n'est pas à la charge de l'employeur. L'ITS est retenu à la source par l'employeur, ici qui est l'association. L'employeur retient l'ITS à la source sur les salaires supérieurs à 60 000. À compte sur impôt assis sur les bénéfices, l'employeur retient la compte sur l'employeur association. L'organisation retient l'AIB sur les prestations dont elle bénéficie. Le taux varie.
selon qu'on dispose de l'IFU ou pas, ou selon le secteur de prestation. La retenue à la source de l'impôt sur revenu foncier, ça a été évoqué comme une préoccupation. L'association à but non lucratif loue un immeuble. Le loyer mensuel, ça fait 100 000. Il a l'obligation, elle, l'association a l'obligation de retenir 12% et de verser au propriétaire 88%. Les 100 000 ne seront pas versés en totalité. L'association retient 12% et quittance sera donnée au propriétaire en lieu et place de la retenue. L'ITS, c'est à taux progressif. Les salaires de 60 000 au plus sont à taux zéro. À partir de 60 000, ça évolue. Et ces impôts sont accompagnés d'une redevance au RTB. La redevance varie de 1 000 francs à 3 000. 1 000 francs radio, 3 000 télévision, 3 000 plus 1 000 francs, ça fait 4 000. Les salaires inférieurs ou égaux à 60 000, 1 000 francs uniquement la radio. Les salaires supérieurs à 60 000, 1 000 francs plus 3 000, ce qui fait 4 000, parce que là, il y a la télé et la radio. À compte sur impôt assis sur les bénéfices, perçus sur les prestations de services et les ventes, le taux varie 1% selon le cas, 3% sur les prestations. 1% pour les ventes, 3% sur les prestations. À déclarer comme tout à l'heure mensuellement, le 10, j'ai retenu en septembre, au plus tard le 10 octobre, je dois reverser au service des impôts. Là, ce n'est pas ma charge. Je retiens, je reverse. L'organisation, l'association retient, l'association reverse. Impôt sur revenu foncier, également, c'est la même chose. Vous retenez les 12% que vous reversez. Au plus tard, le 10 du mois suivant chaque retenue. Les retenues du mois de septembre seront reversées au plus tard le 10 du mois d'octobre. Obligation fiscale des associations culturelles. Obligation. Vous avez l'obligation de vous immatriculer à l'IFU. Obligation de déclaration des modifications, suspension, cessation, tout ce qui intervient comme mouvement dans la vie de l'association, ça doit être déclaré. L'obligation de faire la déclaration annuelle des salaires au plus tard le 30 avril. L'obligation de déclarer le VPS au plus tard le 10 du mois suivant. L'obligation de faire les prélèvements et de les déclarer au plus tard le 10 du mois suivant. Le dépôt du rapport financier. Donc, le dépôt du rapport d'activité qui est composé de rapport moral et de rapport financier avant le 1er mai de chaque année auprès des services fiscaux territorialement compétents. La déclaration de suspension, de cessation ou de cession avant la date de l'événement, 3 mois avant la date de l'événement. L'obligation pour l'association de délivrer ou de se faire délivrer la facture normalisée lors de toute transaction financière. On a fini les obligations. Comme tout à l'heure, ça a été rapide. Comme tout à l'heure, vous aurez toute la documentation, tout ce qu'il faut. À chaque obligation, une sanction. Quand on donne ce qu'il faut faire, lorsque ce n'est pas fait, que faut-il faire? Donc, le défaut d'immatriculation, il y a l'amende qui est là, amende de 100 000. Le défaut ou le retard de déclaration,
il y a les sanctions qui sont là, pénalité de 20 000. Le défaut de la retenue, il y a la sanction qui est là également, l'amende. Le paiement tardif, j'ai déclaré, mais je n'ai pas l'argent. Je viens plus tard pour payer. Le taux de pénalité est réduit à 10% au lieu de 20%. Défaut de tenue de comptabilité, il y a une amende. Opposition aux travaux des agents des impôts, il y a une amende. Opposition à l'utilisation des machines MECEF ou de délivrance de factures normalisées, il y a également une sanction, amende. Pardon? Opposition à l'exercice de droit de communication. Droit de communication, c'est quoi? L'administration fiscale veut comprendre une autre personne qui exerce une activité à but lucratif. Veut comprendre que vous êtes en relation d'affaires avec celui-là. On vient vous poser des questions sur ce dernier. Voilà. Donc, il y a une amende. Donc, les amendes sont terminées maintenant. On est au résumé. Merci beaucoup, madame. Elle vient de faire le point un peu des obligations fiscales. Ce qu'il faut retenir en substance, c'est surtout que dès lors que vous êtes une entité à but non lucratif, vous n'avez pas de bénéfice à produire, il n'y a pas d'impôt sur le bénéfice à vous demander. Mais pour bénéficier de ces avantages, c'est qu'il faut avoir consigné à travers le bilan que l'activité à la fin de l'année n'a effectivement pas donné un résultat zéro. Donc, tout ce que vous avez engrangé a été utilisé pour le bien des membres ou pour les objectifs sociaux de l'association. Dans cette condition et avec cette preuve, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur le résultat à payer. Madame a également parlé du VPS, des exonérations y afférentes. Elle a parlé de l'ITS, de la patente, de la TPS, tous ces impôts pour lesquels les associations ne sont pas amenées à débourser de l'argent. Elle a parlé des obligations fiscaux ou fiscales qui sont essentiellement des retenues. Quand vous allez faire attention, elle a parlé des retenues IRF, impôt sur les revenus fonciers. Ce n'est pas à la charge de l'association, mais c'est à la charge du propriétaire de la maison. Donc, encore là, on a cité un impôt, mais cet impôt n'est pas une charge pour l'association. Madame a également cité les retenues AIB, les prestataires de services qui peuvent venir dans l'association pour des petites réparations. Et avant de les payer, il faut faire des retenues. Ces retenues, comme vous pouvez le constater, ne sont pas à la charge de l'association, mais c'est des retenues pour le compte du prestataire. Voilà. En conclusion, et en attendant donc que les préoccupations soient notées, nous pouvons conclure en disant que bien que l'association culturelle, selon les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, soit une entité à but non lucratif, elle est tout de même soumise à certaines obligations comptables et fiscales. Dès lors, la tenue d'une comptabilité régulière et transparente est gage d'une bonne gestion et permet d'assurer leur conformité fiscale tout en favorisant le développement des projets culturels et artistiques. Nous vous remercions. Lorsque vous avez parlé lorsque nous avons des prestations et que l'on doit recevoir une facture, vous avez demandé à ce que nous ayons des factures normalisées et que les retenues qui nous seront faites soient faites déjà à la source. Maintenant, j'ai une petite préoccupation. Je vais pour une prestation en tant qu'artiste et
lorsque je délivre ma facture, supposons que je délivre une facture de 300 000 et que la personne, la structure vers laquelle je suis allée prester doit faire une retenue. Eux, lorsqu'ils font leur retenue, ils ne me donnent pas un reçu, c'est-à-dire, moi j'ai délivré une facture de 300 000. Je dois percevoir, ils font une retenue de 3%. Lorsqu'ils enlèvent les 3%, moi, la facture que j'ai donnée, c'est une facture je n'ai pas mis sur la facture qu'on m'a enlevé 3%. Mais eux, lorsqu'ils veulent me payer, ils ont déjà retiré les 3%. Comment est-ce que je fais pour savoir que les 3% ont été réellement versés à la direction des impôts? Parce qu'après, il ne faudrait pas que lorsque je suis en train de faire mon bilan, qu'on me dise que je devais payer des impôts. Parce que sur la facture, c'est 300 000, mais je n'ai pas perçu 300 000. Parce que ce problème se pose souvent. On ne reçoit pas de reçu comme quoi les retenues qui ont été faites sur nos prestations ont été vraiment versées. Comment est-ce qu'on fait pour pallier à cela à l'avenir? Aujourd'hui, on demande aux associations d'exiger des factures normalisées pour n'importe quelle prestation ou pour peut-être des achats, etc. Mais il y a des entités auprès desquelles on ne peut pas tout le temps avoir des factures normalisées. Mais comment est-ce que ça va se passer? Parce que tout le monde aujourd'hui n'a pas une structure qui délivre des factures normalisées. Comment est-ce que l'association s'arrange finalement? Dans quel cas on paie-t-on l'AIB de 1%, de 3% et de 5%? Deuxième question. Je suis artiste ou pas et je fais une prestation intellectuelle. Est-ce qu'on me retient l'AIB et la TVA en même temps? Troisième question. La plupart du temps, moi j'ai déjà été confrontée plusieurs fois à cette situation où les propriétaires de maisons refusent non seulement de vous délivrer une facture normalisée, mais que vous reteniez sur leur loyer, sur le loyer, les 12% dont vous aviez parlé tout à l'heure. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Ma première préoccupation concerne les retenues sur l'OETB. Selon les informations, l'OETB est désormais la SRTB, c'est-à-dire société. Et les sociétés ont la possibilité d'avoir des actionnaires et consorts. Et l'OETB, on sait que c'est pour la communauté, pour ne pas dire l'État. Est-ce qu'avec les nouvelles réformes, avec cette nouvelle dénomination, la société, ces retenues-là vont toujours continuer ou pas? Ma deuxième préoccupation concerne les défauts d'immatriculation des véhicules. Souvent, si vous avez une plaque étrangère que la police vous arrête et vous n'avez pas le laisser-passer, on dit qu'il y a un temps. Si c'est à vous de nous confirmer ou pas, 2 fois, 3 fois, tu dois avoir l'immatriculation du Bénin avant de circuler. Donc, est-ce que c'est dans ce cas vous parlez de défaut ou bien quand le véhicule même n'est pas immatriculé, n'a aucune plaque? Je veux comprendre ce que vous mettez dans défaut d'immatriculation. Et j'ai pris quelques cas pour préciser. Et ma dernière préoccupation concerne les retenues sur le personnel des entreprises. Je prends mon cas personnel et tu travailles dans une entreprise, surtout les entreprises de BTP. Et vous travaillez un peu ici, le chantier est fini, vous n'avez pas fait des déclarations. Il y a on fait des prélèvements sur les salaires souvent. Et quand vous quittez ici pour l'autre, on ne retrouve jamais ces prélèvements. Et quand vous finissez vos réclamer, on dit que vous n'aviez pas réclamé dans le temps, donc c'est passé. Quand on dit c'est passé là, ces passés-là sont allés où? Quelle est leur destination? Merci. Je reprends. Vous avez travaillé dans une entreprise. Et j'ai pris le cas des entreprises de BTP qui font souvent des travaux saisonniers.
et vous avez fait peut-être 2, 3, 4, 6 mois et peut-être les travaux sont finis ou bien pour d'autres raisons vous avez quitté, vous vous retrouvez dans une autre entreprise. Lorsque vous êtes en activité, si vous n'avez pas fait les démarches pour ce qu'on vous a prélevé sur les salaires, vous ne percevez pas et vous revenez après, peut-être un an après, on vous dit puisque vous étiez en activité, vous n'avez pas pris, c'est des cas vécus, on dit c'est passé et on ne sait pas la destination de ces prélèvements. Nous savons tous ici que c'est compliqué, c'est difficile. Et quand même, il y a des associations qui prennent des initiatives pour ne pas forcément attendre des dons. Et voilà que nous sommes régis par la loi 1901 et qu'il ne faut pas faire des activités lucratives. Moi, je demande, est-ce que c'est prévu dans les dispositifs actuels que, voilà, qu'il y ait des exceptions? Si je prends l'exemple de M. Saint-Jean, qui est allé voir une structure pour dire, nous voulons que vous nous aidiez. Et que la structure dit, moi, je peux vous donner des bons pour que vous fassiez des prestations, par exemple. Pour une association qui a besoin d'argent, c'est du pain béni. Mais il ne pourra peut-être pas faire parce qu'on dira qu'il est en train de faire une activité lucrative. Et je crois que si ce n'est pas prévu dans les dispositifs actifs, il faut y penser. Vous avez donné par exemple l'exemple d'une association qui crée une école. Oui, dans ses objectifs, il veut donner de l'éducation, peut-être à des orphelins ou quelque chose du genre. Ou peut-être pas des orphelins. Est-ce que cette association, si il prend, peut-être même si c'est forfaitaire, de la scolarité chez ces enfants-là, peut-être que la scolarité est à 200 000 ailleurs et que l'association prend 50 000. Ces 50 000 vont lui servir à faire fonctionner sa structure. Mais est-ce que ça devient pour autant du lucratif et qu'il sera sanctionné pour ça? C'est des choses... c'est les difficultés que nous avons. Ma deuxième préoccupation, beaucoup en ont abordé, mais je reviens là-dessus, c'est sur l'AIB. Effectivement, quand on nous prélève de l'AIB, on ne sait pas ce que ça devient par la suite. Et là où je souhaiterais peut-être que vous me recadriez, parce que ça m'a échappé, est-ce que les associations sont exemptés d'AIB? Et si c'est le cas, pourquoi en tant qu'artiste, je ne suis pas exempté d'AIB, c'est-à-dire individu? Si c'était que les associations sont exemptées. Moi, si je fais une prestation, pourquoi on me prélève ça? Voilà, je demande à ce que vous me recadrez si je ne suis pas dans du vrai. Qu'est-ce que la loi a prévu pour l'association qui tient à le faire, mais parce qu'il veut payer, le propriétaire n'est pas d'accord, et voilà, il faut qu'il quitte le lieu, alors que ce n'est pas facile de déménager. Lui, il n'a pas envie que le propriétaire soit obligé de lui demander de sortir de sa maison, mais en même temps, il veut respecter ce que la loi a dit. Qu'est-ce que la loi a prévu pour protéger ceux-là? Quand on nous retient des frais sur des prestations et qu'on n'a pas les reçus, on n'a pas la preuve que ça a été versé réellement, qu'est-ce que nous devons faire pour que ça ne soit pas qu'on est en train de créer des conflits? Par exemple, si vous êtes dans une structure où vous travaillez, c'est là que vous gagnez votre salaire, mais on vous retire, on vous fait des retenues à la source, mais vous n'avez jamais la preuve ou le reçu de ce qui prouve que ça a été versé. Pour que ce jour, quand on va vouloir peut-être vous faire un redressement fiscal, vous pouvez quand même avoir des éléments pour prouver que oui, ça a été retenu à la source et que ça a été versé. La prochaine préoccupation, elle est relative aux donateurs. Pour le registre des donateurs, vous avez dit tout à l'heure, vous allez m'excuser, c'est lors de la première communication, qu'il faut préciser le registre de commerce de la personne physique. Alors, si nous avons affaire à un donateur qui n'a pas de registre de commerce, mais il a quand même fait, est-ce qu'on est obligé de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la conduite à tenir dans ce cas? Ma dernière préoccupation, elle est relative à comment est-ce que
la Direction générale des impôts évalue la non-concurrence des éventuelles activités qu'une association mène pour pouvoir faire face à ses charges. C'est ça le prédécesseur disait tout à l'heure. Parce qu'ici, il faut toujours attendre d'abord les cotisations, ça fait combien? Mais s'il faut toujours attendre les subventions, ce n'est pas facile. S'il faut toujours attendre ça, maintenant, mener des activités, vous êtes une association, par exemple, dont l'un de vos objectifs, c'est de former les gens. Et qu'à un moment donné, vous décidez à ce que les bénéficiaires puissent participer, payer quelque chose. Et à côté, il y a une entreprise qui organise la même formation. Comment est-ce que vous évaluez les aspects de non-concurrence? Puisque c'est à partir de ça aussi que vous êtes sûr que l'association est toujours dans le but non lucratif. Donc si vous pouvez partager avec nous des éléments, des indices sur lesquels vous appuyez pour pouvoir vous rassurer que oui, et on fait formation, on organise spectacle à titre payant, mais on ne fait pas concurrence avec l'entreprise à but lucratif qui fait la même activité. Nous remercions tous ceux qui sont intervenus également pour cette deuxième séquence dédiée à l'aspect fiscal. Est-ce qu'on retient l'AIB sur une prestation artistique et culturelle? Maintenant, si c'est retenu, comment elle fait pour entrer en possession de sa quittance? La réponse est oui. Oui, parce que lorsque nous prestons, c'est pour gagner de l'argent. Et dans la Constitution, ça dit que nous sommes tous égaux devant les impôts. Dès lors que vous avez un revenu, alors, en fonction de la taille de votre revenu, vous devez contribuer aux dépenses de l'État. C'est ce qui distingue d'ailleurs les prestataires à but lucratif des associations qui n'ont pas pour vocation de faire du bénéfice. Et nous avons longuement épilogué sur cela. La réponse est oui, vous devez payer un AIB. C'est considéré comme un acompte sur l'impôt, sur le revenu annuel qu'on doit vous prélever. L'AIB à 1%, c'est l'AIB pour les ventes commerciales. Je suis un grossiste, je suis un importateur, je vends peut-être du riz à des demi-grossistes ou à des... Si je suis importateur, c'est que j'ai des semi-grossistes ou des détaillants qui viennent acheter chez moi. Je dois leur prélever 1% sur le montant des ventes. Donc, c'est différent des 3% qui sont demandés aux prestataires de services qui viennent, qui prestent et à qui on retient 3% avant de leur restituer le reste, le net de leur rémunération. Le taux de 5%, c'est pour ceux qui n'ont pas de numéro IFU. Et aujourd'hui, ce taux tend à disparaître parce que si vous n'avez pas de facture normalisée, vous ne pouvez pas déposer. Donc la seule facture qui est acceptée aujourd'hui, c'est la facture normalisée. Et tant que vous n'avez pas de numéro IFU, vous ne pouvez même pas éditer votre facture normalisée. Je vous donnerai la teneur d'une note circulaire où c'est précisé ceux-là qui sont exemptés de la facture normalisée. En dehors de ces cas où il faut, au passage, je peux rappeler, le paysan qui vend son produit au champ. Je fais du maïs ou je fais de la tomate ou je suis un maraîcher, je fais de la salade ou des carottes. Je vends mon produit au champ. Je ne suis pas donc tenu de délivrer une facture normalisée. Je suis une vendeuse sur petit étalage. Je suis au marché, je vends un peu de tomates, un peu de piment. Je ne suis pas obligé de faire une facture normalisée. Certaines sociétés d'État, la SONED, la SB2E, sont des sociétés où on n'exige pas une facture normalisée. J'ai fait une importation en douane. Le douanier m'a délivré, j'ai fait des paiements, le douanier m'a délivré une quittance. On ne va pas exiger à la douane de délivrer une facture normalisée. Aujourd'hui, lorsque vous n'êtes pas connu d'un centre des impôts, et je parie que très peu d'artistes ont un dossier fiscal dans un CIP ou dans un SIM. CIP, c'est pour ceux qui font 0 à 50 millions. SIM, c'est ceux qui font plus de 50 millions à 1 milliard. Alors,
lorsque vous n'êtes pas connu dans un centre des impôts et que de façon, quelques rares fois, vous prestez et que vous devez délivrer une facture normalisée, vous allez sur la plateforme. Aujourd'hui, le système va vous demander de payer 5% par Mobile Money, par le réseau Move ou le réseau Celtis avant de pouvoir générer la facture. Si, en revanche, vous allez vous faire connaître dans un centre des impôts, pour ceux qui font moins de 50 millions, ceux qui vont dans un site, ils se font constituer un dossier. Là, à chaque fois qu'ils iront sur la plateforme, là, ils pourront facilement générer la facture sans que le système leur demande de payer au préalable. Ils vont générer leur facture et au paiement, celui qui leur fait la retenue ne leur retiendra que 3%. C'est un peu ça l'avantage ou la différence que je peux dire. Maintenant, si l'intéressé m'a fait la retenue, comment moi je sais? Il suffit de lui demander par courrier. Vous faites des écrits, vous leur dites de telle période à telle période, j'ai eu des prestations avec vous, je veux que pour la liste des paiements qui m'ont été faits, que les preuves des retenues me soient transmises. Si ce n'est pas fait, saisissez la Direction générale des impôts. Elle vous aidera à vous rassurer qu'effectivement vous avez eu les retenues qui ont été faites, ont été reversées ou non. Nous sommes souvent confrontés à ce problème qui a toujours fait objet de discussions entre ceux qui sollicitent notre prestation et nous-mêmes qui sommes prestataires. Parce que le cas de prestation dans le domaine artistique, pour moi, il y a deux. Il y a l'individu, l'artiste que je suis. Moi, Stanislas, en tant que danseur, je peux prester pour une structure. Et là, c'est moi-même qui preste. Donc, la personne physique. Mais il y a de l'autre côté aussi la personne morale, qui est l'association, qui est souvent sollicitée pour prester. Dans les deux cas-là, quand est-ce qu'on peut permettre à ceux qui nous sollicitent de prélever l'AIB? Il faut comprendre le sens de la retenue de l'AIB. La retenue de l'AIB, on retient l'AIB pour les prestations de services en lien avec des entités qui ont pour vocation de faire du bénéfice. On vous retient 3% sur le montant de la prestation et ce n'est pas 3% des fonds perdus. Ces 3% cumulés permettront de payer votre impôt annuel. Si l'impôt annuel fait 200 000 et que de façon cumulée, vous avez eu 150 000 francs de retenue, ces 150 000 francs viendront en déduction des 200 000 francs que vous devez payer en fin d'année. La retenue d'AIB, c'est un acompte sur l'impôt sur le bénéfice que vous avez à payer parce que vous êtes une entité qui réalise des bénéfices. Maintenant, lorsque vous êtes une entité qui ne réalise pas de bénéfices, il n'y a pas d'impôt sur le revenu à payer, il n'y a pas d'AIB à prélever. Lorsque vous vous comportez, puisque vous avez dit que vous pouvez aller de façon individuelle, prester et gagner de l'argent, comme vous pouvez aussi aller de façon collective. Si c'est à des fins pécuniaires, c'est-à-dire pour gagner de l'argent, les gens doivent vous prélever l'AIB. Toute association régulièrement constituée et qui n'exerce pas des activités lucratives n'aura pas à payer l'AIB. Dès lors que vous prestez avec l'État, le budget étant voté, y compris la TVA, l'État estime que lorsqu'on vous remet un montant, l'État doit retenir la TVA y afférente. On retient à la fois la TVA et l'AIB. L'appellation acompte sur impôt assis sur les bénéfices, c'est une appellation pour dire que ce qu'on vous prélève, c'est une anticipation sur l'impôt annuel que vous devez à la fin de l'année. Je voudrais aller terre à terre pour qu'on se comprenne. Je suis artiste, chanteuse. Je fais des albums à perte. Toujours, depuis que j'ai commencé, c'est à perte. Parce que vous, par exemple, vous n'avez pas mon album dans votre discographie. Monsieur Sagbora a peut-être un album dans sa discographie, ainsi de suite ici. Mais dans ce cas-là, puisque nous sortons des albums à perte, où est le bénéfice pour qu'on nous prélève l'AIB? C'est ça le problème. Nous n'avons pas de bénéfice. Quand quelqu'un se met dans une posture d'écrire une pièce, par exemple, et la mise en scène est de présenter ce spectacle, le spectacle n'est pas vendu. Où est le bénéfice? On n'a pas de bénéfice, c'est ça notre problème. En réalité, nous sommes dans un secteur où aucune activité
Je parle des activités artistiques et culturelles. Aucune activité ne se suffit à elle-même. Aucune activité. Moi, je suis producteur, j'ai produit des artistes et ça n'a jamais rapporté rien. Donc, encore la question se pose, où est le bénéfice sur lequel l'État veut encore prélever quelque chose? Mais je voudrais en deuxième partie rassurer aussi pour dire l'avantage d'être ensemble. Le fait d'avoir constitué le CNOA, par exemple, a poussé à la roue pour qu'actuellement nous puissions passer à l'élaboration du statut de l'artiste. Et c'est en cours en ce moment. Et dans le cadre de ce statut de l'artiste, il y a concomitamment ce qu'on appelle la convention du travail. À ce moment-là, ça va être inscrit dans la loi. Ça va être inscrit dans la loi et à ce moment-là, eux, ils ne font que nous dire ce qui est prescrit. Donc, croisons les doigts, restons ensemble et prions pour que ces statuts-là et cette convention-là puissent passer très rapidement. Toute organisation à but non lucratif doit s'immatriculer. S'immatriculer à l'IFU, c'est se faire identifier. Et à la suite de ça, c'est par ce numéro IFU que le service des impôts va vous recevoir, va vous faire votre dossier fiscal, va vous enregistrer. Donc, ce défaut d'immatriculation à l'IFU de l'organisation à but non lucratif est sanctionné par une amende. Et après ça, vous êtes relancé pour vous mettre à jour. Si vous ne faites pas, l'association est encore sanctionnée doublement. Aujourd'hui, on ne parle plus d'ORTB, on parle de la société SRTB. Et certainement, le pouvoir législatif va en prendre compte pour changer la dénomination. Sinon, le prélèvement continue. 1000 francs parce qu'il y a toujours la radio qui joue. 3000 parce qu'il y a toujours la télé que nous regardons. Donc, ce prélèvement continue. La structure peut faire des prélèvements AIB, à compte sur impôt assis sur les bénéfices, au taux de 3% ou bien 5%. La structure vous a réclamé votre IFU, numéro IFU, qui a été fourni. Ça veut dire que ce prélèvement est au taux de 3%. Ça veut dire que la structure vous considère comme un prestataire. Là, vous n'êtes pas salarié. Si vous êtes salarié, oui, la structure va vous retenir l'ITS, impôt sur les traitements et salaires. Et à la charge de cette dernière, c'est-à-dire à la charge de la structure de BTP, de reverser, de payer le versement patronal sur salaire. Si la structure vous retient la CNSS, ça veut dire que vous êtes un salarié. Donc, ce qui est retenu là, c'est l'ITS. Et l'ITS, l'impôt sur traitement et salaire, n'est pas versé par salarié. Vous allez vous rapprocher de l'administration fiscale après pour savoir si également les retenues en matière fiscale sont versées en votre nom. Merci. Monsieur et Sonace, vous voulez savoir comment nous identifions le but lucratif du but non lucratif. C'est par rapport au prix pratiqué. Et une réponse a été déjà apportée à cela. Au prix pratiqué. Vous avez parlé par exemple de l'école. L'école, l'État central, les frais de scolarité, c'est combien? Vous avez parlé de 50 000 francs, alors qu'ailleurs, c'est à 200 000. Les 200 000, votre référence de 200 000, est-ce que c'est l'État, l'école publique qui est à 200 000? Non, c'est l'école privée. Il faut comparer vos coûts aux coûts nationaux. L'État central, l'école publique est payée à combien pour telle classe, pour tel cesse? Parce que parfois, il y a la gratuité pour certains cesses. Voilà. Donc, c'est comme ça, on identifie le but lucratif du but non lucratif. Et AIB, c'est longuement développé. Retenu chez les propriétaires d'immeubles, 12%. Oui. Ce problème se pose. Tu dis, je vais retenir 12%. Le propriétaire dit, donne-moi ma clé, libère-moi mon local.
Ça arrive régulièrement. Mais vous avez la solution entre vos mains. Entre vos mains, c'est comment vous vous rapprochez de l'administration fiscale, soit par courrier, soit de façon verbale. Il y a aussi un service aux contribuables pour dire « Mon propriétaire veut m'expulser parce que j'ai parlé de retenue ». L'administration fiscale prend les dispositions et nous sommes tenus par le secret professionnel. Nous n'irons pas dire « tel est venu dire tel ». Ça, vous déclarez. Le reste, l'administration fiscale, on lui envoie soit une invitation, soit un rappel d'obligation, soit on déclenche une procédure de rectification. Donc, puisque c'est la puissance publique qui a parlé de 12%, est-ce qu'un individu peut se lever pour dire « moi, je ne veux pas, je ne paye pas ». Ça n'existe pas. La loi, c'est la loi. La loi est impersonnelle. La loi s'applique même à celui qui a édité la loi, celui qui a voté la loi. La loi s'applique à ce dernier. Je crois que... On parle de donateurs. Voilà, le registre des donateurs, c'est toujours M. Gildas qui dit, le registre des donateurs, on a dit de remplir le donateur, personne physique, de remplir les références de son registre de commerce. Si ce donateur n'a pas de registre de commerce, que faut-il faire? S'il n'a pas, c'est qu'il n'a pas. C'est des prix qui constituent des références et ce n'est pas des prix privés. C'est des prix au plan national qu'on prend pour comparer à votre secteur d'activité pour voir si tout est respecté. Il y a également ce qu'on appelle monographie des prix. C'est toujours des prix référentiels que nous utilisons. Nous avons plusieurs régimes d'imposition. Lorsqu'on a un établissement de 0, une personne physique, en tout cas toute personne qui n'est pas société, de 0 à 50 millions, c'est qu'on paye un impôt forfaitaire qui fait 5% du chiffre d'affaires, 5% de vos encaissements. Donc c'est ça l'impôt sur le revenu que vous devez payer. Et lorsque vous êtes dans cette fourchette-là, et quand vous faites une retenue, on n'a pas changé de nom. C'est toujours AIB, acompte sur impôt sur les bénéfices. Bien que de 0 à 50 millions, on vous ait retenu 5% sur votre prestation, sur votre chiffre d'affaires, l'AIB qu'on retient est toujours acompte sur impôt sur les bénéfices. C'est la... de ce bâtiment. Je voudrais encore une fois dire merci à nos formateurs. On les applaudit très fort. Dire merci à la Direction générale des impôts en général, mais surtout dire merci à nous-mêmes et promettre que nous allons nous mettre au pas en faisant en sorte que ce que nous donnons à l'État nous revienne multiplié par 100. Parce que l'État, c'est nous tous. Je voudrais dire que, et c'est l'occasion de remercier mon conseil d'administration, et plus particulièrement le président, qui ne m'ont pas laissé seul. Nous sommes en train de pousser à la roue pour que la mort du Fonds des arts et de la culture ne soit pas la mort définitive du financement de nos activités. Il faut absolument que ce qui a été annoncé, à savoir le financement par le Fonds de développement des arts et de la culture qui est logé à la DAC, il faut absolument que l'appel à projet soit lancé. Je remercie chacun de nous, je remercie les formateurs encore une fois et je remercie le ministère qui nous a accordé gracieusement cette salle.